Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Raphaël Enthoven pour la Ruche Média. Je Bonjour suis ravie. Yasmine. Vous allez bien? Ça va Voilà. bien depuis la dernière fois. Mais oui, depuis la dernière fois avec cette jolie BD en collaboration avec Coco sur C'est vrai. Platon. Et Mhm. aujourd'hui, c'est le temps gagné. Oui, Euh, Coco n'y est pour rien. non, là non, cette fois non, aux éditions de l'Observatoire. Jolie maison et joli livre. J'aime cette façon que vous avez eue d'être absolument pudique et en même temps oser dire les choses. Et on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ce que c'est oser prendre sa liberté et ce qu'est la liberté en réalité. On parlera aussi un petit peu après de notre société et de la nuance qui Avec manque plaisir, parfois. bien sûr. Voilà. Et donc, cette histoire qui se déroule de votre enfant jusqu'à aujourd'hui sur ces 600, Jusqu'à l'an 2000. jusqu'à l'an 2000, c'est l'histoire d'une mue, c'est l'histoire d'une écriture qui doit se faire pour sortir d'une relation néfaste. C'est l'histoire d'un enfant qui apprend à se défaire tout seul de la violence qu'il subit. Mm. Qui apprend à comprendre que la violence est violente, Mhm. alors qu'elle lui est présentée comme l'application de la loi, et qui apprend à vaincre en lui-même le désir qu'il a de penser que c'est bien fait pour sa gueule. Et donc c'est l'histoire de deux victoires. La victoire qu'un enfant remporte sur lui-même quand il comprend, sans avoir le désir d'être victime, Mhm. mais quand il comprend qu'il fait l'objet d'une injustice. La considérable victoire qu'on remporte sur soi-même quand on accepte d'avoir fait l'objet d'une injustice, et qu'il n'y a rien de plaintif dans le fait de le dire. Et la deuxième victoire, c'est la victoire qu'on remporte sur les adversaires eux-mêmes. Mais je dois dire que c'est plus facile de triompher de son adversaire quand on a vaincu en soi-même le désir de penser qu'on méritait les coups qu'on a reçus. Oui, voilà. Tout le problème des coups qu'on Oui. reçoit, c'est que pour y survivre, vous les justifiez. Et que cette justification vous fait ensuite une prison sans barreaux à l'intérieur de laquelle vous vivez. Et c'est pour ça que l'écriture de ce livre aujourd'hui, est-ce que ça sonne la fin de la mue, l'idée que vous rentrez maintenant dans votre nouvelle existence parce que c'est parce qu'il fallait écrire ce livre que vous avez réglé ce problème de culpabilité de Je l'enfant sais pas. abîmé, ou est-ce que ça a été fait avant et que là c'est simplement le compte rendu, le compte Je ne sais rendu, pas. hein, Je ne sais pas. Tout pas ce le que... règlement de compte, Bah, je hein, ne sais pas, oui, le merci. compte rendu. C'est vrai, c'est pas un règlement de compte, mais Non, le compte rendu. le coup rendu et le compte rendu. Mmh, Je ne sais pas. d'accord. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un avant et un après. Oui. Mais les conditions de rédaction d'un tel livre, Mmh. enfin de ce livre-là, étant une bifurcation, puisque j'étais en train de travailler sur autre chose, et n'étant précédé d'aucune décision, aucun moment où je me suis mis face à mon bureau, j'ai pris mes lunettes, j'ai allumé mon clavier, et je me suis dit, bon alors maintenant je vais raconter ma vie, mon etc. histoire. Non, pas du tout. J'étais en train de chercher la préface, enfin le premier chapitre, l'incipit d'un essai sur Camus, et soudain, en racontant ce que j'avais à raconter, j'ai bifurqué de ce côté-là, sans l'avoir prévu, sans l'avoir organisé, sans savoir où j'allais en l'écrivant, et tout ce que je sais, c'est que je l'ai écrit en 3 mois. Ça s'est imposé à vous. Oui, il y avait une forme de nécessité à le faire. Donc ça s'est fait de cette façon-là. Était-ce parce que j'étais prêt à le faire? Mmh. Probablement. Mon petit doigt me dit que oui. Bah écoutez, le livre s'interrompt, j'ai 25 ans, Mmh. j'en ai 20 de plus aujourd'hui, Mmh. donc il a bien fallu que je digère. Était-ce parce que j'étais prêt probablement à l'écrire? Était-ce parce que j'en avais pris la décision? Non. Je n'avais pas consciemment, en tout cas, pris la décision d'écrire ça. Oui, c'était pas dans l'agenda. Pas du tout, et ça l'était même pas du tout, puisque c'est une forme d'écriture qu'a priori je déteste, donc c'est pas du tout mon genre. Si vous voulez la confession, la première personne du singulier, etc., c'est pas du tout mon Et bien registre. justement, c'est là donc la première fois que vous écrivez un roman. Et quelle est la différence à sortir des choses de soi quand on écrit un livre sur la philosophie ou un essai? Quelle est la différence que vous avez pu vivre à l'intérieur de vous, de vos organes en fait? La différence est d'intensité. C'est comme, pardon cette métaphore, c'est la première qui me vient à l'esprit, c'est comme quand on fait l'amour parfois. Bon, voilà, une fois de plus, parfois c'est extraordinaire. Et en somme, c'est un peu la même différence. Je ne pouvais pas décrocher de mon écran quand je travaillais là-dessus. Ni de mes feuilles, ni de mes préoccupations. J'y pensais la nuit, j'y pensais tout le temps. Je vivais dedans et je dois dire que le plaisir que j'ai ressenti à sentir que ce livre naissait, dans les efforts, dans la douleur parfois, mais avec une obstination inébranlable, était un plaisir
surplombe Mhm. toutes les joies de l'écrivain jusqu'à présent. C'est-à-dire tout ce que j'ai connu en termes de volupté d'écriture, de bonheur de fabriquer un livre, de sentir que les mots vous obéissent Mhm. et que vous arrivez à dire ce que vous voulez dire. Rien de tout cela n'arrive au talon de ce que j'ai ressenti en écrivant ce livre-là, dont j'ignorais pourquoi je l'écrivais, de quelle manière je l'écrivais, où j'allais en l'écrivant, mais dont je retiens le bonheur absolu de l'écriture elle-même. Et c'est une découverte de vous-même, parce que je reprends page 87. Alors, je vais faire un peu de lecture. J'ai pas le talent de lecture de Guillaume Gallienne, mais je vais tenter. Personne n'a le talent de lecture de Guillaume Gallienne. Non, je personne. Alors, je n'avais aucun mérite. J'avais passé chacune des récréations à l'intérieur à feindre de travailler pour en réalité contempler tranquillement mon reflet tandis que mes camarades faisaient des batailles de boules de neige, car au cours de ces vacances, j'avais découvert que contre toute attente, j'étais beau. Ce que vous me dites là me fait rappeler cette phrase-là, parce que vous écrivez et vous vous rencontrez, et là vous vous regardez enfant et vous vous rencontrez. Je fais ma connaissance. Je fais ma connaissance. C'est l'histoire d'un jeune homme, il a 9 ans, Oui. Il fait sa connaissance Oui. sous la forme d'un reflet. Oui. Il fait connaissance avec lui-même, c'est-à-dire que jusque-là, il a vécu dans le sentiment de sa gueule moche, Oui. de sa gueule ridicule et de sa gueule malléable, surtout, c'est-à-dire un visage plastique dont on peut faire n'importe quoi. Il excelle en grimace. Et donc pour lui, bon ben voilà, son visage n'est pas son allié. Et une plateforme de gifles. Une plateforme de gifles, enfin un terrain d'atterrissage. Et donc jusque-là, voilà, pour lui, son visage n'était pas son allié, c'était juste un terrain de guerre et un champ de jeu. Et soudain, il voit son reflet et il se dit c'est bizarre. Pendant une fraction de seconde, il se demande qui est ce reflet, qui est ce jeune homme au visage fin, aux lèvres bien dessinées, etc., etc. Tout ça sur le fond du lac d'Annecy, ce qui augmente évidemment l'expérience narcissique. Enfin, cette expérience est très importante parce que l'enfant qui éprouve ça est très malheureux au moment où il éprouve ça, mais il se découvre soudain un allié de qualité en la personne de son reflet. Et il joue, un jeu que beaucoup d'enfants connaissent, il joue à saute-reflet. Oui, c'est-à-dire qu'il laisse son reflet sur une vitre, et puis il le retrouve sur un rétroviseur, puis il le retrouve dans une flaque, puis etc. Il joue à saute-reflet, et l'idée qu'en un clin d'œil, l'enfant se voit accompagné d'un reflet avantageux, est pour lui une sorte de répit dans son chagrin. Et un sas de décompression, pas simplement de décompression, mais une certaine forme de confiance en soi. C'est-à-dire qu'il comprend aussi, il faut déplier ça, ça met du temps, parce qu'on ne comprend pas tout à 9 ans, mais il comprend aussi qu'en somme, voilà, il y a 2 ou 3 choses dans la vie avec lesquelles il n'aura pas de problème, en fait. Oui. Et ça, il n'aura pas de problème pour plaire, il n'aura pas de problème avec les filles, vraisemblablement, à moins d'avoir une infirmité qu'il ignore. Enfin bref, a priori, tout cela. Et ça fait dans son esprit d'enfant autant de cases cochées qui lui permettent de se concentrer sur d'autres difficultés. Et c'est pour ça que vous parliez de l'état de l'écriture, du fait qu'on se retrouve, là vous vous êtes retrouvés aussi, donc dans une vie on se retrouve à plusieurs moments de nos existences. C'était un enfant malheureux, mais à l'instant où vous avez pris la plume, vous n'étiez pas aussi malheureux que cet enfant-là, et vous avez fait la découverte... Je suis les deux. Le livre juxtapose les deux angles, les deux points de vue. En proustien, que je n'arrive pas à ne pas être, vous avez le point de vue naturellement du quadragénaire qui se penche sur sa vie et qui essaie de voir comment les choses se sont faites. Mais il se trouve que j'ai une mémoire un peu quantique. C'est-à-dire que je ne me souviens pas simplement des choses, je les revis. Je les revis. Un souvenir, pour moi, est une expérience. Je les revis. C'est pas simplement un panorama ou une image mentale. Non, c'est une expérience, une sensation, ce sont des odeurs, ce sont des choses comme ça. Et ce qui vient probablement du fait que quand on a une enfance un peu malheureuse, eh bien, les coups qu'on reçoit font que vous avez toujours l'âge que vous aviez quand on vous mettait des coups sur la tête. Donc, j'ai développé cette mémoire-là. Or, l'intérêt de cette mémoire, c'est que quand vous racontez quelque chose, vous êtes le contemporain de ce que vous racontez. Si vous racontez ce qui vous est arrivé à 7 ans, vous avez 7 ans au moment où vous le racontez. J'ai 44 ans et 7 ans au moment où je le raconte. J'ai les deux âges. Et ce qui me permet d'être dans la peau de l'enfant, à hauteur d'enfant, dans les réflexes de l'enfant, et sans être dupe. Oui, d'avoir le recul de l'homme de 44 ans. Voilà, sans être tout à fait dupe aussi des illusions qu'on improvise dans l'enfance, tout simplement pour supporter le monde qui nous entoure. Et c'est cette position-là, c'est-à-dire c'est cet intermédiaire entre un homme de 44 ans et son ancêtre.
Oui. c'est-à-dire lui-même enfant. Enfant. L'enfant est le père de l'homme. Oui. Donc c'est son ancêtre. Donc il est en discussion avec son ancêtre de 7 ans, 9 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Et la liberté d'écrire, peut-on écrire sans faire de mal? Parce que si vous me dites que vous avez une mémoire quantique, c'est ça que vous avez C'est-à-dire que vous avez eu mal, mais il y a eu aussi des douleurs qui ont été causées à d'autres selon les réactions des uns et des autres. Peut-on écrire? Peut-on avoir la liberté de s'écrire sans faire de mal? Non, on ne peut pas dire quelque chose sans faire du mal. C'est pas possible. Mm. Si vous voulez ne pas faire de mal quand vous écrivez votre vie et que donc vous engagez d'autres existences que la vôtre, vous êtes obligé à ce moment-là de conformer votre discours à l'idée que les autres s'en font. Moi, quand j'ai écrit ce livre, il y a des tas de gens qui me connaissent depuis l'enfance qui m'ont dit « Mais quelle horreur, quel personnage détestable tu fais, je n'ai pas envie de connaître cet individu-là. » Oui, très bien, ça veut dire c'est moi-même que vous ne voulez pas connaître. Vous ne pouvez pas prendre la parole sans engager les autres. Sans bousculer les autres. Sans bousculer les autres. Et ni faire le procès d'intention que Nietzsche a repéré dans la généalogie de la morale, où il dit la méchanceté du fort est une invention du faible. Il parlait des ruptures amoureuses. La méchanceté du fort qui s'en va est une invention du faible qui est quitté. Ah, tu es méchante, tu ne m'aimes plus. Bah non, je suis pas méchante, je t'aime plus, c'est pas pareil. Différence. C'est inévitable. Reste que moi, je n'ai écrit, quand le temps de la rédaction qui était très bref, ça a duré 3 mois, 3-4 mois, le temps de la rédaction, je ne me suis absolument pas posé la question du destinataire ou des effets du livre. Oui. Ensuite, quand la chose a été écrite, j'en ai retiré la moitié, c'est-à-dire tous les passages gratuits. Mais j'ai laissé parfois des choses très douloureuses qui trouvaient leur place dans l'économie d'un récit qui allait de l'enfance au bonheur. Donc j'ai enlevé ce qui me semblait inutile, ce qui ne valait que pour soi, et qui n'était pas utile dans l'économie de la narration. C'est pas la morale, c'est pas la préservation d'autrui qui m'a fait enlever les passages. J'avais là quelque chose à dire, et ce qui est étonnant avec ce livre, c'est que les personnages qui sont dans ce livre, enfin les personnages, oui, disons que les personnes qui m'ont inspiré les personnages du livre se conduisent exactement comme les personnages du livre. Oui, comme convenu. Oui, je pouvais prédire à l'issue du livre la façon dont les uns et les autres allaient réagir à sa lecture. L'un en faisant un procès et en décrétant la psychose, l'autre en passant des coups de fil pour empêcher telle ou telle chose, et le troisième en pleurant. Je savais que ça se passerait comme ça, je savais que ça arriverait de cette façon-là. C'est tout le paradoxe du livre, si vous voulez, parce que c'est comme si l'épilogue du livre que j'ai écrit était en train de s'écrire. Oui, exactement, c'est en train d'arriver. C'est le tome 2, les réactions. Mais la volonté de vouloir se libérer ou essayer d'être ami avec soi-même passe aussi par cette liberté-là. Et peut-être, est-ce qu'on peut dire cet égoïsme-là? Est-ce qu'il y a un bon égoïsme? C'est pas de l'égoïsme, si vous voulez. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est pas la même chose. Vous n'êtes pas égoïste quand vous essayez de survivre. Après, vous pouvez devenir égoïste parce que ça vous arrange, mais la survie n'est pas un égoïsme. La survie n'est pas un égoïsme, en particulier quand elle prend la forme de la description attentive ou patiente des gestes des gens qui vous entourent, même les gens que le narrateur déteste. Il s'attarde sur le rire, le mouvement, les gestes. Ce fameux beau-père, on le voit. Oui, on le voit, on le sent. L'idée est qu'on le voit. Film. L'idée est qu'on le voit, qu'on le sente. L'idée est qu'on prenne une baigne en même temps que le narrateur. Oui. L'idée est qu'on prenne la même gifle, enfin qu'on sente la gifle. Vous savez, la paume lourde et chaude qui part à la vitesse de la lumière sous un motif nul. C'était ça. C'est ça. Et en fait, je voulais donner ça à sentir. Ce que je veux dire, c'est que mon livre a été vu par des gens qui en regrettent l'existence comme une œuvre de destruction, alors que c'est un conservatoire. Oui. C'est un conservatoire de gestes, de décisions, de sourires, de moments, qui, sans ce livre-là, serait tombé dans la longue série des jours oubliés, comme dit l'autre. C'est comme ça que je l'ai conçu. Reste que on marche un peu sur la tête parce que vous écrivez un livre dans lequel vous racontez qu'on vous tape dessus et qu'on ne vous protège pas. Et je raconte d'autres trucs, hein, mais bon, il y a ça au départ. Et les personnes dont vous parlez répondent à l'écriture de ce livre en disant « Regardez comme je souffre ». Et c'est ça qui est fascinant, si vous voulez, dans l'histoire, c'est que
vous écrivez le livre de quelqu'un qui n'a pas voulu imposer sa souffrance aux autres, mais qui, le grand âge venu, se Oui. décide à en faire le récit, et le seul retour que l'on a des protagonistes, c'est regarder comme il fait mal. Ils se sont habitués à être... Comme si les coups qu'on raconte étaient plus dangereux que les coups qu'on prend. Oui, et aussi la position de celui qui est humiliant et humilié ne doit pas changer de place. En particulier quand il s'agit de quelqu'un qui, par la nature de ses diplômes, par son poids, par son volume et par son comportement, s'est toujours trouvé en haut de la chaîne alimentaire. Voilà. Et pour cette raison, on n'a jamais eu affaire à un adversaire qui soit de la même taille. Je parle du beau-père en l'occurrence. Oui, oui. Je parle du beau-père en l'occurrence, avec qui m'a fait un procès. Je suis impatient qu'on se bagarre à nouveau. Mais c'est une des vertus du livre, c'est que voilà quelqu'un qui se voit soudain confronté à un adversaire à sa mesure. C'est son miroir, le miroir que vous avez quand vous avez 9 ans. C'est une forme de miroir. Je ne sais pas si on peut parler de miroir, mais le livre en tout cas est écrit de la façon la plus sincère qui soit. J'ai voulu être absolument sincère. Non pas parce que la sincérité était une vertu en soi, mais parce que c'est la meilleure façon de dire des choses. Oui. Et de donner à sentir ce qu'on a vécu. Et d'être entendu. Peut-être. Oui, parce que ce serait facile de dire que l'une des façons de ne pas entendre ce qui se dit dans ce livre, c'est de parler d'un règlement de compte à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Vous essayez de raconter votre vie et on l'écrase sous un décorum, si vous voulez, ou bien de le recouvrir des passages les plus immondes. C'est l'une des façons de ne pas le lire. Mais moi, quand j'entends les gens dire ce livre est détestable, ce livre est affreux, on n'a pas le droit d'écrire ça, on n'a pas le droit de dire ça, on ne devrait pas pouvoir, etc. Oui, parce qu'ils l'ont trouvé parfois impudique. Voilà, oui. Ou c'est un livre impudique, etc. Oui. Moi, j'entends un discours de censure, j'entends le même discours que quand j'étais petit, ou quand on me disait tu n'as pas le droit de dire ça, tu ne peux pas dire ça. J'entends le même discours que, même le discours par exemple, sur les femmes voilées, auxquelles on ordonne d'être pudiques. C'est-à-dire que la pudeur et cette vertu détestable que l'on brandit au moment où on veut bâillonner quelqu'un, on lui dit sois pudique. Garde ça pour toi, sois pudique. En gros, quand on n'arrive pas à faire taire quelqu'un parce qu'on ne vit pas dans un régime de censure, on demande à la personne de s'auto-censurer en étant pudique. Eh bien moi, je les emmerde. Oui, voilà, j'avais là des choses à dire. Je trouve la pudeur plus obscène que la franchise en la circonstance. Voilà. On est justement dans une... c'est l'histoire d'un enfant qui quitte son déterminisme pour se révéler à lui-même. Oui. Voilà, parce qu'on parle beaucoup du déterminisme pour les enfants issus de quartiers déterminisme défavorisés. Sociologique, oui. Voilà. Mais il y a aussi un autre déterminisme, celui-ci qui est condamné à la douleur. Il n'y a pas moins de déterminisme là-dedans, voilà, oui, bien sûr, vrai. Exactement. Donc c'est comme ça que je le ressens. C'est plus l'histoire d'une défense que d'une vengeance. On peut dire ça, effectivement. C'est vécu par l'auteur comme ça, en tout cas. Oui, c'est ce qu'on ressent. C'est-à-dire que je me rappelle de la boulette de viande à Marrakech, un peu trop épicée. Oui. Et de la claque qui s'en est suivie parce qu'il ne fallait pas prendre la nourriture du monsieur. C'est pire que ça. Enfin, c'est pire que ça. C'est un souvenir intéressant parce que vous savez, le narrateur a faim. Oui, il a faim très fort. Il a faim, il a la dalle, c'est la fin. Et le guide, il a pitié. Le guide, il a une assiette de boulettes avec une petite sauce à la harissa. Le narrateur prend ça pour une sauce tomate, con. Mais bon, il a faim et il se damnerait pour une boulette de bœuf. Vraiment, il se damne. Et à force de... Alors il demande, on lui dit non, on lui dit non. Les adultes ont autre chose à faire, ils boivent leur bière, ils disent non sans y penser, puis au bout d'un moment ça les énerve un peu. Bref, sentant qu'il ne va pas obtenir la chose, il a ce geste, vous savez, de poser sa tête dans ses mains et de faire comme si, avec l'autre main, comme si l'autre main était somnambule. Il finit par choper la boulette de viande. Et à cet instant... ce que j'ai voulu décrire à ce moment-là est d'une violence folle, c'est j'ai voulu décrire une telle douleur à l'oreille, parce qu'il se fait prendre par l'oreille. La douleur était telle à l'oreille qu'elle vous donne le sentiment de voler. Vous êtes littéralement en lévitation, c'est-à-dire que mon bourreau, en l'occurrence, n'avait qu'à me pincer le cartilage de l'antellix, je crois qu'on appelle ça l'antellix, pour que par un prodige de la physique, sans le moindre effort, mes pieds n'effleurent pas le sol. Je me souviens encore d'avoir été comme suspendu par la douleur, presque en apesanteur, tellement j'avais mal et tellement on me tirait par l'oreille, je ne sentais même plus mes pieds toucher le sol. Et l'autre chose que je voulais donner à sentir, c'était le discours moral, le discours moralisateur. Cet homme a faim et toi, petit occidental de merde, tu vas aller lui prendre la viande alors que c'est un homme qui a faim, etc. Le discours paternaliste.
vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis naturellement du du guide, guide et vis-à-vis qui va très bien. du guide qui va très bien, qui est très content de manger ses boulettes, mais qui n'a pas besoin de l'occidental qui l'a guidé toute la journée pour s'acheter à manger, si vous voulez. La juxtaposition d'un discours moralisateur et d'une violence extrême, c'est très édifiant. Vous avez 7-8 ans, vous êtes un enfant, et soudain, on vous fait la morale en vous faisant très mal. Et là, quand on met des années à analyser ça, mais quand on l'analyse vraiment, on apprend des tas de trucs. Oui, c'est pour ça que... Le lien qu'il y a entre l'exercice d'une morale, l'exercice d'une emprise et la douleur qu'on fait à quelqu'un est une chose importante. L'humilié n'est pas celui qu'on croit. Non. Enfin, moi, quand j'ai lu ces textes-là, j'ai vu que ce n'était pas du tout celui qu'on croit. Par rapport à, justement, on parlait tout à l'heure de la société, de cette censure, autocensure, cette obligation à rester dans son coin et à surtout pas prendre son envol. Il est de mauvais ton de prendre sa liberté. Leïla Slimani, je ne sais pas si vous l'avez vu sur ses politiques, a dit que le débat public allait très mal. Je souscris tellement à ce qu'elle dit. Je voulais avoir votre avis sur justement cette idée que nous ne pouvons plus, écrivains, intellectuels, penseurs, avoir de place et d'espace. On n'est même plus dans la société du buzz dont on parlait il y a 5 ans. Là, c'est vous n'avez plus la place. Soit vous vous salissez, soit vous ne parlez pas. Et ça vient un peu en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure sur surtout faites pas de bruit, ne dis rien, etc. C'est la même chose. Oui. C'est la même chose. La première expérience qu'on a de la cancel culture, c'est d'être l'enfant à qui on dit ta gueule. Qui devient ensuite l'adulte à qui on dit ce que tu as dit là, tu ne devrais pas pouvoir le dire. La première formulation de la cancel culture, on la trouve chez Platon, quand il veut exclure les poètes de la cité. Il veut exclure les poètes de la cité, il pense à Homère, parce que Homère célèbre la colère. Il dit, un poète qui célèbre la colère n'a pas sa place à l'école. Donc il faut sortir Homère de la cité. 2 fois il le dit. Puis on trouve Rousseau, qui voulait interdire les représentations de Phèdre, de Racine, parce que Phèdre montre au peuple des forfaits que le peuple ne devrait pas supposer possible. La cancel culture est née ce jour-là, dans la lettre sur les spectacles de Rousseau, qui était le plus grand censeur du XVIIIe siècle, le partisan de la censure la plus opiniâtre. La cancel culture est apparue ce jour-là. Mais à l'échelle de la petite enfance, quand on vous dit tais-toi, quand on vous bride, quand on refuse que vous vous exprimiez, ou quand on indexe ce que vous dites sur un désir de plaire, ou sur une pose, et qu'on se moque de vous, en somme, eh bien on vous censure de la même manière. Il y a une forme... L'enfance est un apprentissage de la cancel culture. C'est-à-dire qu'on est constamment confronté au risque d'en avoir trop dit, d'avoir osé prendre la parole, ou d'avoir dit quelque chose qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de l'enfant que vous êtes. Conquérir le droit de parler dans ces conditions-là est extrêmement difficile parce que sur le papier, vous n'avez pas à vous plaindre. Oui, tout va bien. Et oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes, on disait à l'époque. Là, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui soient des sales cons. Non, quand on a des parents ordinaires, des parents normaux, des parents démocrates, des parents plutôt de gauche, des parents sympas, etc., bon, qui ont juste pas envie que le petit la ramène trop, si vous voulez. En fait, vous êtes confronté à un bâillon qui est extraordinairement pugnace, extraordinairement tenace. C'est plus facile de prendre la parole quand on vous écrase complètement que quand on vous demande au contraire de ne vous exprimer que pour faire le singe savant. Oui. Ce qui était la requête pour moi. Moi, on me demandait de prendre la parole pour bluffer les voisins, impressionner les amis, lire mes textes, des choses comme ça. Faire le singe. Oui. Faire le singe. Mais chaque fois que la parole culminait dans l'expression d'une opinion qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait prévu, immédiatement les gens tournaient le dos. C'est très compliqué de prendre la parole là où les gens pensent qu'ils vous l'ont donné. Oui, c'est eux qui décident. Ben, c'est eux qui décident de ce qui est dissible et de ce qui ne l'est pas. Donc ils n'ont pas le sentiment d'être totalitaires dans la mesure où ils n'arrêtent pas de vous dire mais regarde. Mais parle. Mais parle, bien sûr. Vous savez, c'est très difficile en fait de faire savoir qu'on existe à des gens qui vous ont mis au centre. C'est très joli ça. Mais c'est vrai. C'est très difficile de faire savoir qu'on existe à des gens qui... Comme ça, on vous voit dans le cadre. Pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Je m'excentre au moment où je dis ça. Non, oui, je dirais comme ça. C'est très compliqué de faire savoir qu'on existe à quelqu'un qui, par ailleurs, a le sentiment que vous êtes exactement en position centrale et dans son existence et dans la famille et qu'en somme, vous prenez déjà trop de place. Parce que la place qu'on vous accuse de prendre est une place qu'on vous a faite et que vous n'avez pas demandé. Oui, il ne faut pas déborder. Il ne faut pas déborder. Sinon, on déborde sur les autres. C'est pas simplement qu'on déborde sur les autres, c'est que sinon, Bergson a dit on ne voit pas les choses mêmes, on voit seulement les étiquettes qu'on a collées sur elles. Échapper à ça, échapper à ce syndrome-là, échapper au syndrome de l'étiquette, qui peut être flatteuse, échapper au syndrome de l'étiquette est incompréhensible pour celui qui n'a pas l'impression, en vous collant une étiquette, de vous avoir mis un bâillon. Oui.
L'histoire de fou, complètement, je comprends très bien. Encore une fois, c'est tout le paradoxe, c'est Mm. comment expliquer aux gens qu'en faisant des conneries, par exemple, ou en étant insolent, vous ne faites que tenter d'exister alors qu'ils pensent déjà que vous êtes au centre de tout. Complètement. Donc il y a une incompréhension humaine en fait là, et le règne de l'émotion, parce qu'on a le sentiment d'être un peu dans le règne de l'émotion, parce que les enfants en France, après une étude qui a été faite par PISA l'année dernière, Ouais. un enfant sur 10 ne fait pas la différence entre un fait et un avis. Il est dans l'émotion, il est dans l'envie d'exister, de combattre, d'avoir absolument toutes les libertés, de donner toutes les libertés aux autres. Donc ils sont et pour le voile, et pour tout en fait. Comment aujourd'hui, est-ce que le règne de l'émotion a toujours existé, ou est-ce que c'est aujourd'hui que c'est encore plus probant, et comment lutter contre ça? Faut-il lutter contre ça? D'abord, en amont, il faut examiner le motif lui-même, qui est la question de l'émotion. Si vous travaillez sur la question de l'émotion, on peut d'emblée partir d'un paradoxe qui, à mon avis, dont on n'a pas fait le tour encore, et qui est infini à exploiter, qui est qu'une émotion, quand on éprouve quelque chose, nous le vivons comme spontané, c'est presque une identité profonde. Vous tombez amoureuse de quelqu'un, vous avez du désir pour quelqu'un, l'émotion qui vous compose à cet instant-là vous compose tout entière, d'une certaine manière. Vous êtes la personne qui a du désir pour... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on est si volontiers sujet à ces émotions, quel délice. De s'identifier tout entier à son désir, par exemple. Donc, l'émotion, c'est la signature de notre originalité. Et dans le même temps, rien n'est plus manipulable. Rien. Rien n'est plus manipulable, à commencer par le désir. Chose qu'on peut aisément susciter. De la même manière, les émotions qu'un démagogue peut produire sur une foule, rien n'est plus manipulable qu'une foule, alors que la foule en question, quand elle est flattée par le démagogue, a le sentiment au contraire de prendre enfin la parole et de s'exprimer enfin. Donc tout le paradoxe de l'émotion, si vous voulez, c'est qu'elle se vit comme la signature de votre originalité, alors qu'en pratique, quelqu'un d'un peu malin joue avec nos émotions comme avec une marionnette à fil. Et à l'intérieur de ça, quand on a cette ambivalence de l'émotion, et qu'on essaie de penser les réseaux sociaux avec ça, on comprend tout de suite que sur les réseaux sociaux, plus on a le sentiment de dire qui l'on est, en disant ce que l'on croit, oui, ce que l'on croit, oui, plus on est un pantin qui s'ignore. Plus on a le sentiment de s'exprimer, plus on est soumis à des tendances qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas conscience. Par exemple, quand dans une discussion, quelqu'un vous dit « Vous savez, moi qui n'y connais rien, je peux vous dire que, ou je peux parler librement », en général, vous pouvez être certain que c'est le moment où la personne va enfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire va dire un lieu commun. Quelqu'un qui n'est pas renseigné sur le sujet sur lequel il parle, est quelqu'un qui ne sortira sur ce sujet que ce qu'en pense tout le monde. Moins on connaît quelque chose, plus on en pense ce que les autres en pensent. Plus on travaille un sujet, plus on a de chances de fabriquer quelque chose qui relève d'une singularité ou d'une émotion véritable. Et tout alors, à l'ère de Twitter, évidemment, vous avez un outil qui flatte vertigineusement en vous le sentiment que vos émotions sont vraies, que puisque vos émotions sont vraies, elles sont véridiques, que par conséquent, ce que vous éprouvez est un renseignement sur le monde lui-même, et puisqu'elles sont véridiques, vous êtes, à l'instant où vous l'éprouvez, totalement libre. Alors que c'est le moment où vous êtes déterminé au carré, à la fois par ce qui vous fait éprouver cette émotion, mais aussi par la façon dont les gens se servent de l'émotion que vous éprouvez. L'enjeu, c'est pas la liberté. L'enjeu, c'est la libération. La liberté, la loi la garantit. Puis si on s'endort et qu'on ne lutte pas pour elle, évidemment, la liberté disparaît. L'enjeu, c'est la libération. Or, la libération ne passe pas par le rejet. La libération passe par la compréhension des mécanismes. Vous ne vous libérez pas de quelque chose quand vous lui tournez le dos. Vous ne vous libérez pas de quelqu'un quand vous lui tournez le dos. Vous ne vous libérez pas d'un passé en lui tournant le dos. Non, on se libère de tout ça en le regardant en face. Est-ce que c'est ce qui explique le fait que vous soyez très présent sur Twitter, par exemple? Parce qu'avec tout ce que vous dites et la présence et d'esprit et de réflexion, justement, ne pas tourner le dos à ce médium, c'est une façon de le regarder en face et de pouvoir dire les choses sans croire que vous êtes ce que vous dites. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que mon rôle sur Twitter, d'abord, c'est un rôle de prof. Je suis quelqu'un qui applique l'éthos du professeur, c'est-à-dire l'introduction de la dialectique dans la conversation, à l'échelle d'un réseau social. Voilà, c'est ça que je veux faire. Parce que c'est aujourd'hui le seul intervalle dont on dispose, c'est le seul intermédiaire.
de Twitter occupe la place de tous les journaux, enfin Twitter, Instagram, ce qu'on voudra. Plutôt Twitter d'ailleurs, occupe la place des journaux. L'ensemble des corps intermédiaires est aujourd'hui préempté par les réseaux sociaux. Donc il faut aller sur les réseaux sociaux. Et il faut y aller d'autant plus que les réseaux sociaux sont des espaces qui flattent en vous le sentiment que votre opinion c'est votre identité, que votre identité c'est la vérité. Oui. Et donc vous êtes obligé de combattre ça. Donc aller sur Twitter pour tenir le rôle déplaisant de celui qui injecte de la dialectique là où il y a de la certitude et de la contradiction là où il y a de l'opposition, me semble tout simplement être au cœur du travail de prof. Je comprends très bien. C'est fonctionner avec le système tout en essayant de le Mais comprendre. vous avez besoin pour y être, et pour supporter d'y être, d'être un voyou aussi. C'est ça, la particularité d'un réseau social. C'est-à-dire si vous arrivez uniquement en professeur, un professeur dans une classe peut se faire respecter de ses élèves. Oui. Il peut par son charisme ou par sa façon de parler, par le respect qu'il leur témoigne aussi. Recevoir en retour du respect et faire entendre un point de vue pondéré, ou en tout cas faire entendre, ménager les conditions de possibilité d'un débat dans une classe. Sur Twitter, vous n'avez aucune chance. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas, la classe est trop large, c'est trop vaste, et les gens peuvent sortir quand ils veulent. Exactement. Et les élèves sont trop mal élevés. Donc en revanche, vous pouvez transformer quelqu'un qui s'oppose à vous de façon frontale en interlocuteur. D'accord, très bien. Ce qui est une façon de se libérer soi-même. Oui, voilà, c'est la libération. C'est la libération. Par rapport à la liberté, ce fameux Charlie Ouimet, cette idée qu'on ne comprend plus vraiment ce que veut dire ou signifie la liberté d'expression, parce qu'il y a un Ouimet derrière, ça correspond à la question qui était juste avant sur je veux d'abord être une émotion et puis je réfléchirai demain. Est-ce que la liberté d'expression est en danger ? La liberté d'expression est tout à fait en danger, elle est en danger considérable, mais ce n'est pas la loi qui la met en danger, c'est la tradition, c'est la coutume, c'est la pratique. Vous savez, le credo du canard enchaîné, la liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas. C'est la phrase la plus juste du monde. Le paradoxe de la liberté, c'est qu'elle est garantie par la loi, mais si elle n'est pas mise en œuvre par les gens qui en bénéficient, elle s'estompe, elle disparaît. En elle-même, rien ne lui garantit. La liberté est soumise à l'entropie. Dès qu'on ne lutte pas pour elle, elle disparaît, elle meurt. Si vous vous endormez sur votre liberté, par exemple, imaginez, vous vivez en démocratie, ça arrive à des tas de gens, vous vivez en démocratie et vous avez donc des droits. Vous considérez que ces droits finalement ont plus d'importance à vos yeux que vos devoirs. Vous restez chez vous, vous êtes dans votre petit coin, vous donnez jamais rien aux autres, vous faites jamais rien pour les autres, vous restez dans votre coin, vous faites une bulle, etc. Bien. La loi autorise ça. Et il est essentiel que la loi autorise ça. Dieu merci, nous vivons dans un monde où on a le droit légalement d'être un sale con. Ou un égoïste. Ça me suffit. Je veux vivre dans un monde où la loi autorise l'égoïsme. Mais ce monde-là n'a été rendu possible, l'émergence d'un tel monde et d'une telle liberté n'a été rendue possible que parce que certaines personnes ne se sont pas satisfaites de leur égoïsme et sont allées sur la cité, dans la place publique, pour défendre une liberté qui reposait cette fois-ci sur l'engagement. On ne peut vivre en démocratie, c'est-à-dire dans un régime où la loi autorise l'égoïsme, que si on défend la liberté autrement qu'en égoïste. On ne peut vivre en démocratie que si on va défendre la liberté sur la place publique, dans l'engagement, dans la cité, et c'est paradoxalement la condition d'une liberté dont d'autres peuvent faire un usage médiocre. Reste que la liberté est inséparable de la défense de la liberté. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Nous vivons dans un monde où nous vivons en démocratie, c'est-à-dire un régime où on ne peut pas espérer mieux, on peut espérer des amendements marginaux, mais on ne peut pas espérer mieux, on ne va pas changer de régime. Donc on est dans la situation de ceux qui doivent désirer ce qu'ils ont, désirer ce qu'ils possèdent. De là d'ailleurs le désir de croire qu'on vit en dictature et qu'en abattant Macron on sera enfin libéré, si vous voulez, ce qui est une illusion qui renseigne sur la folie de celui qui veut se libérer de cette façon-là. Nous vivons en démocratie, c'est-à-dire que nous vivons dans un horizon bouché, qui n'offre aucun au-delà. Et il nous faut trouver à l'intérieur de cet horizon de quoi désirer ce que nous avons. Et pour parvenir à cette réforme de l'esprit, si vous voulez, pour parvenir à cette réforme-là, pour stimuler un tissu démocratique qui est à lui-même sa propre fin, on est obligé en permanence de réactiver l'injonction de liberté. Parce que sinon, que se passe-t-il ? Il va se passer que nos libertés vont mourir avec le sentiment de guérir. C'est-à-dire que nos libertés vont mourir avec le sentiment de... on va, par exemple... réécrire l'histoire, déboulonner les statuts, travailler le passé, façonner la mémoire des individus, tout ça, ce sont des procédures tout à fait totalitaires, où nos libertés périssent, mais elles périssent avec le sentiment d'être sauvegardées.
puisqu'on lutte pour le bien, puisqu'on lutte pour une meilleure entente entre les humains, puisqu'on combat ce qui n'est pas fraternel, puisqu'en changeant le titre d'un livre, on lutte contre le racisme. Donc, c'est ce paradoxe. Nous vivons une époque où la défense de nos libertés, comment dire, où les censeurs se vivent comme des défenseurs de la liberté. Il y a 30 ans, 40 ans, les censeurs ne se vivaient pas comme des défenseurs de la liberté. Ils considéraient que la liberté était une passion délétère et que les humains avaient mieux à faire qu'à être libres, d'une certaine manière. Il fallait être moral. Aujourd'hui, on considère que rien n'est mieux que la liberté. Mais, attention, c'est la liberté de vouloir le bien. C'est la liberté de désirer le bien. C'est la liberté de n'offenser personne, etc., etc., etc. Et c'est une liberté réduite en peau de chagrin. Le problème, si vous voulez, c'est que les atteintes ou les attentats contre la liberté aujourd'hui, la guerre qui est faite à la liberté aujourd'hui est faite au nom d'une liberté supérieure, alors qu'avant elle était faite au nom d'un refus de la liberté. Oui, très bien. C'était le conservatisme dont il fallait se méfier il y a 40 ans. C'est le progressisme aujourd'hui qui impose des normes qui ne sont pas moins conservatrices et pas moins liberticides. Ça rappelle la phrase « il faut que tout change pour que rien ne change ». D'une certaine manière, oui. La formulation du Guépard est pas sotte parce que... Mais que ce soit le Guépard, que ce soit un vieil aristocrate qui constate que tout doit changer pour que rien ne change et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil quand il y a une révolution, parce qu'il y en a eu 1000 avant, cette phrase-là est tout à fait adaptée à l'époque que nous vivons. Céline lui-même dit, voilà, d'une foule à l'autre, c'est la même gueule, hâbleuse et verruqueuse, obsédée par l'alcool et le cul, et c'est la même chose. La Bruyère dit, dans 100 ans, nous serons les mêmes sur scène, sauf que d'autres acteurs auront pris notre place. Bref, l'idée de l'impermanence, l'idée qu'en somme rien ne change, ou que la différence entre une génération et une autre, il n'y a pas plus de différence entre une génération et une autre qu'entre une plage de galets avant et après le passage d'une vague. Les galets sont tous un peu déplacés, mais chaque chose est restée en place. Vous voyez, cette idée-là, l'idée que le monde ne fait que revisiter ou repasser les mêmes plats, cette idée-là est une des idées les plus importantes, je crois, et les plus utiles à domestiquer en soi. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'avoir pris la liberté, et je prends le mot exprès, d'avoir écrit Le temps gagné à 44 ans. Et voilà, c'est l'âge qu'il fallait. Ça s'est imposé à vous. Le paradoxe, c'est que vous dites, c'est une liberté, mais j'avais pas le choix. Voilà, c'est ça. Il le fallait. Il le fallait. Ça s'est imposé. Et pourtant, on peut en parler comme d'une liberté. Oui. Mais moi, je l'ai vécu comme une liberté. C'est-à-dire que c'est une... Et c'est ça qui gêne, comme on vient d'en parler de façon plus macroéconomique, le monde, c'est la liberté des uns face à l'oppression des autres. C'est ça qui gêne, je crois. Donc voilà, c'est votre liberté. Un écrivain est vraiment libre. Vous avez le droit, enfin voilà. Ah, bien sûr. Mais le droit est une chose. Vous savez, Tocqueville raconte au 19e siècle, il dit en Pennsylvanie, les Noirs avaient le droit de voter. Et ils ne votaient pas. Il va voir les gens, il dit pourquoi les Noirs ne votent pas alors qu'ils ont le droit de voter. Il dit, oui, ils ont le droit. C'est pas pour ça qu'ils le font. Et il y a vraiment le décalage, il y a vraiment les deux libertés. La liberté légale et la liberté dont on use. Et c'est à l'échelle de la liberté dont on use, c'est là que règne le convenable, le politiquement correct, toutes ces procédures de censure, la façon qu'on a sur Twitter d'écraser une parole dissidente, tout ça est contenu dans l'idée que c'est pas parce que les Noirs ont le droit de voter qu'ils vont voter. Voilà. Donc toute l'idée, tout le travail libératoire, il est de passer du droit de voter au fait de voter. Comme en Arabie Saoudite, du droit de conduire au fait de conduire. Voilà. La liberté, elle n'est pas dans l'acquisition du droit de conduire pour les femmes. Non, elle est dans l'exercice de ce droit, même si ça fait chier les mecs, pardon de le dire comme ça, mais c'est quand même ça l'enjeu. C'est quand même ça. Il n'y a pas de liberté sans effort. Il n'y a pas de liberté sans combat. Pour elle, ça n'est jamais naturel d'être libre. Super belle phrase de fin, ça n'est jamais naturel d'être libre. Donc voilà, le temps gagné. Donc à voir, j'allais dire. Mais vraiment, j'ai vu un film en fait, moi. Donc pas à voir, mais à lire, peut-être à voir un jour. Mais voilà, encore une fois, l'histoire d'une défense et non pas d'une vengeance. Court-rendu. Voilà. Court-rendu par l'enfant. Voilà, et pas un compte-rendu. Et l'humilié n'est pas celui qu'on croit. Voilà ce que je retiens un petit peu de ce livre, qui est important pour vous et aussi important pour ceux qui le décrivent. Et voilà, c'est un pavé quelque part. Et je trouve ça vraiment bien. Voilà. Donc à très bientôt, Monsieur Enthoven, pour d'autres livres. Et tout ce qu'on vient de se dire, même sur la société française, est dedans au final. Malgré tout. Merci, au revoir. Merci.